Donc nous sommes aujourd'hui entourés. Je vais commencer par Elena Naya, une actrice que vous connaissez bien, que vous admirez tous, que vous avez vue toute jeune. Donc là, je reprends les termes de certains spectateurs hier, dans Familia, son premier film, merveilleux premier rôle, que vous savez vraiment beaucoup admirer dans La piel qu'habito, un grand rôle. Donc on a parlé également hier, et que vous avez vu avec un rôle complètement différent. C'est aussi, je me fais écho de ce que vous nous avez dit pendant ces projections, un rôle très différent dans ce film Loin de la mer. Donc je passe ensuite à présenter Imanol Uribe, qui n'a pas trop besoin de présentation dans ce festival de cinéma espagnol de Nantes, puisque nous lui avons rendu hommage dans les premières éditions, qu'il est venu toujours avec beaucoup de générosité présenter chacun de ses travaux tous les ans, et presque toujours en compétition. Et puis, je dirais qu'il a marqué aussi le festival avec ce premier film, comme El Proceso de Burgos, avec un débat au moment où ETA était dans son moment de grande activité au Pays Basque, avec un débat qui était très courageux, parce que même en France, il fallait parler de ces questions-là avec entière liberté. Ensuite, je ne dis que quelques films, parce que sa filmographie est trop importante. La muerte de Miquel, la mort de Miquel, Días contados, un grand film aussi. Et puis toujours ces voyages de Carole, que nous avons présenté en collège, en lycée pour le public pendant des années et des années. Et puis son dernier, Miel de Naranjas, prix du public. Alors, pour présenter ce film Loin de la mer, tout simplement dire que nous avons eu la possibilité de le voir à Saint-Sébastien en 2 séances, séance presse, mais aussi séance avec le public. Et ça, c'est une séance importante parce que le public, c'est vraiment le spectateur qui, en réalité, donne une opinion libre, n'a pas à faire une critique ensuite. Et on a été vraiment dans l'idée que ce film devait faire partie de la compétition des meilleurs films de cette année 2015. Pour parler de ce film, rien de tel que donner la parole à Imanol Uribe, qui va nous présenter sa réalisation, l'origine du film, etc., dans l'ordre qu'il voudra. Bonjour. Bueno, empiezo. Solo es en francés. Ya estoy lista. Estás lista. La idea, el origen de la idea de esta película viene desde hace bastante tiempo. Yo quise hacer una película más o menos sobre el mismo tema inmediatamente después de Días contados. Yo creo que fue en el año 96. Incluso llegué a localizar la película en un sitio cerca del mar, pero en la costa catalana, cerca en Cadaqués. Y lo que pasa que en aquel momento no escribimos no llegó a un guión, era un tratamiento de 100 páginas y al final la película se quedó en un cajón. Donc l'idée originale de ce film vient depuis un bon moment. Ça fait longtemps que j'y pense. Et d'ailleurs, c'était un film qui avait plus ou moins le même thème. C'était après le film Días contados, en 96. J'ai commencé donc à faire les repérages sur la côte catalane, à Cadaqués exactement, donc près de la mer. Et j'avais écrit même un traitement de 100 pages, mais finalement le film est resté dans un tiroir. Le scénario est resté dans un tiroir. La idea que me rondaba en la cabeza en aquella época y que después he retomado es hablar sobre la consecuencia de la violencia a largo plazo, ¿no? De repente un acto de violencia determinado produce unas ondas expansivas que tienen mucha repercusión a mucha gente mucho tiempo después, ¿no? Entonces me gustaba
quería hablar sobre eso, no sobre los resultados inmediatos de la violencia, la crispación inmediata, sino los resultados a largo plazo que quedan ahí subyacentes. Entonces, en el momento de afrontar la primera oportunidad de hacerlo, todavía la violencia seguía en activo, eran los años 90 y obviamente no se podía hacer, no era el momento, no había ni tiempo, ni distancia, ni capacidad de reflexionar mínimamente sobre el tema. L'idée que j'avais dans la tête, c'était que, à l'époque en tout cas, c'était de parler des conséquences de la violence, mais dans un long délai, un délai de plusieurs années. Parce qu'un moment de violence comme ça, fort, crée des ondes qui expansives en quelque sorte, qui finalement plusieurs années après ont ses conséquences. Je ne voulais pas parler de la violence justement avec les résultats, les conséquences immédiates, avec cette crispation qui peut nous envahir, mais c'était plutôt donc cette violence avec un long délai. Et la première occasion que j'avais donc de faire ce film dans les années 90, la violence existait dans la société, elle était encore très prenante, et donc c'était pas évident justement d'avoir une certaine distance, un moment de réflexion par rapport à cette violence, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas pu le faire à ce moment-là. Y ahora, hace 2 años prácticamente, porque la película se terminó de rodar hace ya año y medio, o sea, se va a estrenar, todavía no se ha estrenado en España, se va a estrenar el 6 de mayo, y ahora hace 2 años, cuando estaba trabajando con el co-guionista Daniel Cebrián en otro proyecto diferente, y tuvimos un parón, y de repente, mientras esperábamos una decisión sobre el otro proyecto, para hacer algo mientras tanto, de repente se me ocurrió retomar el tema y sacarlo. Y fue muy curioso porque escribimos el guión en 3 meses, exactamente, y estábamos rodando a los 6 meses de empezar a escribirlo. O sea, fue todo de repente como si hubiera estado ahí concentrado, esperando, y de repente saliera de repente. Et donc ça fait 2 ans parce que finalement le film n'est même pas encore sorti en Espagne, hein, il sort le 6 mai. Donc ça fait 2 ans, j'étais en train de travailler avec mon co-scénariste Daniel Cebrián sur un autre projet, et il y a eu un moment de pause, on attendait une décision importante, on ne pouvait pas continuer, et j'ai eu l'idée en fait pendant ce temps-là de reprendre ce thème donc de ce scénario-là et de le ressortir et d'essayer d'en faire quelque chose. En fait, en 3 mois, on a écrit le scénario. Et donc 6 mois après avoir commencé à réécrire donc ce scénario, on tournait. Donc c'est un peu comme si tout était concentré déjà à l'intérieur et que finalement était sur le point de sortir à ce moment-là. Hubo un hecho importantísimo, que es que tanto Elena Anaya como Eduard Fernández, que son los protagonistas de la película, se incorporaron al proyecto prácticamente cuando estábamos acabando la primera versión del guión. Luego yo creo que hemos hecho 5, 6, 7 versiones distintas. Ellos estuvieron desde ese momento en el proyecto y de hecho, lo digo muchas veces, pero es verdad, debían de figurar como co-guionistas, porque hay muchas cosas de ellos que están en la película y que no hubieran estado si no es por ellos. Nos fuimos los 3 juntos al Cabo de Gata a leer el guión allí, a reescribirlo, y hacíamos reuniones en mi casa. Bueno, cada uno hay secuencias de la película que una es de Eduard, otra es de Elena, que se las han querido ellos y las hemos discutido. Ha sido un rodaje muy extraordinario porque hemos estado concentrados en esa playa donde transcurre la historia, viviendo al lado, en un rodaje muy... Siendo una película tan dura, el rodaje ha sido muy placentero. O sea, a veces pasan esas cosas, tratando un tema tan complicado y tan difícil. Sin embargo, el rodaje ha sido muy divertido, muy relajado y muy placentero.
Et d'ailleurs, Elena et Anaya et Eduard Fernandez, qui sont donc les deux protagonistes du film, sont rentrés très rapidement dans l'écriture même du scénario, parce que pratiquement à la fin de la première version, ils se sont incorporés, ils ont commencé à lire, donc à donner aussi des idées, des choses qui sont venues d'eux-mêmes. Et après, vous savez, il y a eu 6 ou 7 version, pas plus. Et donc souvent je dis que il devrait apparaître comme co-scénariste sur le générique, parce qu'ils ont donné énormément de choses d'eux et dans ce film qui ne serait pas là s'ils n'étaient pas intervenus, tout simplement. Il y a des séquences que Edward a voulu, avait envie comment dire, d'incorporer dans le scénario, d'autres qu'Elena aussi désirait. On les a discuté, on en a parlé et finalement voilà, il y en a certaines qui sont apparues. Et après, on a vécu pratiquement ensemble durant tout le tournage, à côté de cette plage où s'est tourné le film. Et ça a été un tournage très plaisant, très agréable, malgré le fait qu'on traitait d'un thème aussi difficile. Et bueno, pues, oui, vous m'entendez? Non. Oui, ça va. Une question, Imanol, plus générale pour démarrer le débat. Quand on voit ta filmographie, dès le début, c'est-à-dire le procès de Burgos, la fuga de Segovia, la muerte de Miquel, Días Contados, et puis bien sûr Lejos del Mar, il y a un fil conducteur qui est toujours la violence terroriste et puis ETA, que tu as souvent traité à contre-courant, avec un traitement très personnel du sujet, ce qui parfois t'a valu des difficultés avec certains milieux radicaux. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette importance de ce sujet dans ta filmographie? Tu es certainement le réalisateur qui a traité le plus le sujet, et en plus d'origine basque. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce sujet est aussi important pour toi? ¿La pregunta? Y la pregunta, sí. Ah, empecé de una manera, digamos que casi natural. El cine me llevó a ello. Yo soy de origen vasco, toda mi familia es vasca. Yo había nacido fuera en Centroamérica y no había vivido en Euskadi más que en las vacaciones familiares, pero no conocía la realidad. Y una vez que empecé a hacer cine, yo había estudiado, además de cine, había estudiado periodismo, y una vez que empecé a hacer cine, pues me interesé por la realidad política, la realidad social del momento, la violencia, y hice el proceso de Burgos. Luego surgió la fuga de Segovia y la muerte de Miquel, como si fuéramos tirando de un hilo y fuera saliendo todo muy en continuidad. C'est venu de manière naturelle en fait. C'est le cinéma qui m'a amené à parler de ce thème-là. Je suis basque, ma famille est basque, mais je suis née en Centre-Amérique, en Amérique centrale. Et quand j'allais donc au Pays Basque, c'était pour les vacances. Je n'avais pas vraiment idée de ce qui se passait exactement. Mais quand j'ai fait d'abord du journalisme, puis le cinéma. Et quand j'ai commencé à faire du cinéma, je me suis intéressée tout simplement pour la réalité politique, sociale de mon pays, du Pays Basque. Et c'est alors que j'ai commencé à faire des films comme le procès de Burgos. Et ensuite, d'autres films sont venus, un peu comme si finalement je tirais d'un fil qui était là et qui ne se cassait pas, qui ne finissait pas finalement. Y hubo un momento en que después de la muerte de Miquel, que era mi tercera película, que eran todos relacionados con el tema de Euskadi, con el tema de la violencia de fondo, que me obsesioné con que yo quería hacer otro tipo de temas y voluntariamente dejé de tratar este tema y empecé a hacer la siguiente película, una comedia romántica, que era El Rey Pasmado, y me fui. Pero siempre, de vez en cuando, he hecho otro tipo de cine y otro tipo de películas, pero recurrentemente aparece el tema. Apareció en Días Contados. Días Contados no era una historia, aunque parezca increíble, no era una historia sobre la violencia de ETA, era una versión muy sui generis de la Carmen de Mérimée. O sea, sí, ese era el origen. Luego yo ya me dejé llevar por otros territorios y me lo recordaban hace poco cuando se presentó la película en San Sebastián,
que yo había dicho después de Miel de Naranjas, cuando la promoción alguien me preguntó si volvería a tocar el tema de la violencia, y yo dije que no, que ya estaba, que ni se me ocurría, que ya estaba muy... El tema ya lo daba por zanjado, y sin embargo mentí miserablemente porque estoy aquí otra vez con una película relacionada con el tema, ¿no? Après La mort de Miquel, donc était mon troisième film avec justement en fond cette violence dans le Pays Basque, j'ai commencé à vouloir faire à m'occuper d'autres types de thèmes parce que j'ai fait une comédie romantique, justement le El Rey Pasmado, et j'ai voulu essayer un peu de changer justement de thème de film. Mais finalement, de manière récurrente, ce thème réapparaît dans ma filmographie, d'ailleurs dans Días Contados, qui est un film qui n'est pas un film justement sur la violence de l'ETA, mais plutôt une sorte de version un peu personnelle, on va dire, de Carmen de Mérimée. Mais bon, à San Sebastián, justement, quand je présentais le film avec Miel de Naranjas, qui a été présenté ici, une personne du public me demandait est-ce que j'allais reprendre justement ce genre de thème. Et je lui ai dit que non, que finalement ce thème de la violence pour moi était clos et que je ne pensais pas du tout revenir là-dessus. Et finalement, je suis ici aujourd'hui avec vous en train de parler de Lejos del Mar, donc vous voyez. En fait, la seconde partie de la question, c'était comment tu l'as traité, c'est quand même très, très personnel. Tu as traité des aspects qui n'ont pas toujours été appréciés par des milieux nationalistes parce que tu voyais d'autres aspects qui n'étaient pas uniquement la lutte militante. La muerte de Miquel, il y a l'homosexualité qui apparaît dans Días Contados, c'est la relation amoureuse qui prend le dessus sur la lutte. Tu filmes toujours l'autre aspect peut-être, tu le vois différemment, ton angle est différent quand tu traites le sujet. Sí, más o menos, entendido. Hay una, no sé si respondo directamente, pero creo que sí a tu pregunta. De repente utilizo siempre la violencia no es el tema, o la política no es el tema principal que está en la historia, es siempre un telón de fondo. A la hora de cuando preparábamos la presentación en San Sebastián de Lejos del Mar, que se pasó en septiembre, hablábamos un poco de intentando situar dentro de mi filmografía Lejos del Mar, y conectaba muy bien con Días Contados y con la muerte de Miquel. Y a la hora de preparar un poco de cómo defender y cómo hablar de esta película, decíamos que las tres películas hablan de tres relaciones muy extremas en la historia reciente de España y de Euskadi, ¿no? Que la muerte de Miquel es una relación muy extrema en medio de una situación de violencia determinada en el año 84. 10 años después, en Días Contados, es una relación también muy especial entre un militante de ETA y una chica, una joven yonki. Y después, 20 años después, o sea, 30 años después de la primera, volvemos a una relación también muy extrema. Yo no lo llamaría una historia de amor, una relación muy extrema entre pues el verdugo y la hija de su víctima, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me interesa en primera instancia son los sentimientos que se producen en esas relaciones. De telón de fondo está la situación, el tema político y demás. No sé si te contesto. C'est vrai que j'utilise, en tout cas, la violence et la politique ne sont pas les thèmes principaux de mes films. Ils sont en fond. Mais dans Lejos del Mar, justement, à San Sebastián en septembre, quand on préparait la présentation, on essayait de le situer dans ma filmographie par rapport aux autres films. Et on a réussi à le connecter avec Días Contados, justement, et La muerte de Miquel, la mort de Miquel. Donc, parce que ces trois films-là, finalement, racontent des relations extrêmes dans l'histoire récente de l'Espagne et du Pays Basque notamment. Et par exemple, en 84, donc la mort de Miquel, c'est donc l'homosexualité dans ce cadre-là. 10 ans après, c'est dans Días Contados, c'est une relation extrême aussi et spéciale, on va dire plutôt, entre un militant de TA et une jeune fille droguée. Et 30 ans après, finalement, c'est une relation extrême aussi. Je ne parlerai pas d'amour ici, mais plutôt une relation extrême entre le bourreau
héros et la fille de sa victime. Donc, mais ce qui m'importe le plus, c'est de raconter les sentiments qui existent entre ces personnages. C'est ça qui m'importe le plus. Curiosamente me voy alejando del núcleo, del centro, me voy alejando de Euskadi, ¿no? La muerte de Mikel transcurría allí, estaba rodada en Lekeitio, en Vizcaya, Días contados ya es en Madrid y en Lejos del Mar casi me salgo del mapa por Almería, ¿no? Et étrangement, justement, je sors un peu du point central que peut représenter le Pays Basque. Le premier a été tourné là-bas. Hein. Mort de Mikel, c'était vraiment à Guipúzcoa, donc dans le Pays Basque. Ensuite, Días contados, c'était à Madrid, donc je m'éloignais. Et là, le dernier, je suis pratiquement sortie du territoire avec Almería, donc qui est au bord de mer de l'autre côté du pays. J'aurais une question pour Elena. Comme tu comprends. Oui. Alors, connaissant ta filmographie, les rôles que tu as incarnés, plutôt que jouer, incarnés, quelle est la raison qui t'a décidé d'accepter ce rôle qui est très différent de ce que tu as fait? Cuando lees un guión así, sabía que el reto era difícil, sabía que la historia era arriesgada y que Imanol estaba siendo una vez más muy valiente de contar una historia de estas características, pero supe que estaba en su bando, supe que estaba en su equipo y que teníamos que contar esa historia. Como actriz, cuando leo un guión que me conmueve tanto y me impacta tanto, no pienso demasiado ni divago durante días si debo o no debo hacerlo. Me puede el instinto y no responde mi cabeza, sino es una cosa más instintiva y tuvimos una conexión inmediata, es verdad lo que... Perdona, te voy a dejar traducir. Quand j'ai lu le scénario, tout de suite j'ai pensé que ça serait un pari assez difficile à tenir parce que c'était une histoire risquée et j'ai trouvé que Imanol était vraiment courageux de parler de cette histoire-là, de cette manière-là. Mais tout de suite, j'ai su aussi que j'étais de son côté, dans son équipe, et que j'avais besoin et qu'il fallait raconter cette histoire-là. Et en lisant le scénario, j'étais tellement émue, tellement prise par cette histoire que je n'ai pas commencé à réfléchir comme ça, à me dire je le fais pas pendant plusieurs jours, parce que je suis mon instinct dans ces cas-là et pas ma tête. Et d'ailleurs, on a eu une connexion vraiment immédiate quand on s'est rencontrés. Y que es verdad lo que decía Imanol, que en cuanto nos llamó a Eduard y a mí, nos invitó a su casa, que es un gran anfitrión, él y Elena, y empezamos a trabajar junto con el co-guionista Daniel Cebrián, y nos permitió pelear por nuestros personajes, encarnarlos desde el principio y defender su actitud y su acción en la película, ¿no? Entonces había momentos de el personaje contrario, el director, co-guionista, y eran como unas partidas de ajedrez, ¿no? Porque todos luchábamos por contar una historia mejor, ser muy fieles a la historia, pero Eduard y yo defendiendo cada uno desde un lugar muy, muy fuerte y muy poderoso y muy bonito, creo, también nuestros personajes. Et c'est vrai que, comme disait Imanol tout à l'heure, il nous a invités à travailler, donc à venir en tout cas chez lui. Il nous a très très bien reçus avec Elena, justement, avec qui il vit, et avec le co-scénariste aussi, Daniel Cebrián, dont on parlait tout à l'heure. Et il nous a permis donc de défendre nos personnages, de les incarner et de défendre aussi leur attitude, mais également leur action dans la propre histoire. Et donc c'était un peu comme une partie d'échecs. À un moment donné, chacun essayait d'y apporter son argument, sa sensation, et tout en étant fidèle à l'histoire. Mais en tout cas, c'était chacun, on participait de notre propre instinct, de notre propre sentiment. Et je trouve que c'était très beau de pouvoir faire ça. ¿Puedo interrumpir un momento? Sí, quiero decir además que la pugna por defender y meterse entre sus personajes, entre Eduard y Elena, fue tal que Daniel Cebrián, el guionista, se quedó fuera de la historia
enseguida, porque ya fue una lucha entre los tres, bueno, entre los dos. Yo estaba en medio dirigiendo y coordinando esa batalla campal que se estableció en cada uno por defender su personaje y sacarle el máximo partido, eso es cierto. Y luego quiero decir una cosa, le llamé a Elena, le mandé el guión, nunca me había pasado, para ver si le apetecía hacer la película, y tardó en contestarme, me parece que fueron 3 horas y media o algo así. C'est vrai que ça a été une sacrée lutte, hein, parce que même Daniel Severian, le co-scénariste, à un moment donné, est sorti de l'histoire, parce que c'était une vraie bataille entre eux deux, et moi qui essayais de coordonner cela, chacun en train d'essayer de donner à son personnage le plus de choses possibles de leur part à eux, hein, en l'incarnant chacun de leur côté. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. Et Elena, quand je lui ai envoyé le scénario, eh bien, elle m'a mis 3h30 à répondre, le temps de lire le scénario. On va vous donner la parole, je suis sûre que vous avez des questions. Oui, bonjour, ce n'est pas vraiment une question, c'est une observation. Non, ça, merci. Merci pour ce très beau film. Alors moi je voulais plutôt intervenir sur la partie sentiment, parce qu'à un moment dans le film apparaît le journal où effectivement on comprend que pour le film, et sans doute le mari est pour quelque chose dans la publication du journal, on dit le syndrome de Stockholm. Et en fait moi ce que je trouve justement c'est que ce n'est pas du tout un syndrome de Stockholm, et que justement ce qui est très riche et que je vous remercie, c'est d'avoir traité le rapport effectivement, ou la place, j'allais dire, enfin c'est ma vision, la place de la sexualité entre ces deux hommes, l'image du père et celui qui l'a tué, et je trouve que ça a été traité subtilement, et que ça c'est très très riche, et que bien entendu c'est beaucoup plus intéressant que le syndrome de Stockholm. Contesto yo. Sí, yo no pienso que ella tenga un síndrome de Estocolmo, ni nosotros nunca lo hemos pensado. Eso es la venganza de su marido, ¿no? Utiliza eso. Yo no creo que es un caso de síndrome de Estocolmo. Es una relación muchísimo más compleja la que se establece entre ellos. Ahí, para mí el personaje, bueno, después Elena, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pues luego ella contará lo que quiera contar, pero para mí el personaje, en un momento determinado, el personaje de ella, de Marina, es un personaje que está afectado terriblemente por un hecho que le sucedió de pequeña, que es ver morir a su padre delante de ella. Se ha quedado traumatizado por eso, ha rehecho, compuesto su vida intentando olvidar de eso. Aparentemente parece que es una persona normal, que lleva una vida de cierta normalidad, y en el momento que se cruza, en esa secuencia que se cruza sobre el rojo con la presencia del asesino de su padre, vuelve al punto de partida y le revuelve absolutamente todo y vuelve al desquicie primitivo. Es un personaje muy dañado y muy perturbado desde que sucedió eso. Por eso, enlazado con la idea que la violencia es un acto que se produce en un momento y luego, 30 años después, sigue teniendo un poder destructivo terrible, ¿no? Esa es un poco la idea. Para mí no es un síndrome de Estocolmo lo que tiene ella. Tiene una relación dificilísima, y esa relación la han establecido más Elena y Eduard que Marina y Santi, ¿no? Es una simbiosis entre los actores y los personajes. No sé qué hay más de quién en esa historia. Moi, je ne pense pas non plus qu'elle ait le syndrome de Stockholm. On ne l'a jamais pensé d'ailleurs, hein, et on ne se l'est jamais dit pour ce personnage. C'est plus une vengeance du mari de Marine, hein, du personnage qu'elle interprète. Et
ils ont créé en fait, ils ont une relation très complexe entre deux. Et le personnage de Elena, donc Marina, a été affecté par un fait qui est celui de voir mourir son père quand elle est jeune, de mourir devant elle. Elle a 8 ans, je crois. Et donc, évidemment, ça l'a traumatisée. Et elle a réussi à refaire sa vie. Et apparemment, elle est maintenant une personne normale. Mais bien sûr, quand elle croise l'assassin de son père à un moment donné, eh bien, ça se passe sur fond rouge. Et parce que c'est quelque chose qui la ramène à ce moment-là et à ce moment de folie pure. Et elle ne peut pas éviter de retomber dans cette douleur de ce moment-là. Parce que, comme je disais au début, la violence, c'est un acte à un moment donné, mais 30 ans après, il peut avoir une puissance destructrice encore impressionnante. Et donc, cette relation très difficile qui existe entre ces deux personnages, je ne sais pas à quel point elle n'est pas plutôt entre Elena et Edward, les acteurs, que les personnages, parce que ça a été une vraie symbiose entre ces deux acteurs-là, qui ont interprété ces deux personnages-là. Elena, ton point de vue. Elle est super d'accord. Tu as pas un petit ingrédient de plus à ajouter? No, là elle joue. Je suis totalement d'accord. En réalité, elle voulait que vous écoutiez son français parfait et sans accent. C'est pas vrai. Bon, une question. Oui. Bueno, solo decir que me ha gustado mucho la película y tengo 2 preguntas muy rápidas, una para cada uno. La primera para Imanol, que no sé, es algo que me ha surgido cuando he visto la película, quizás no significa nada, pero me di cuenta que había mucho fundido en negro en tu película y quería saber si estaba hecho a apuesta, que era como un poco anunciar ese final trágico o no, o nada. Y la segunda para Elena. Je vais juste traduire. C'est savoir donc à Imanol, il y a beaucoup de fondu au noir dans le film et je voulais savoir si c'était une manière d'annoncer la fin tragique de ce film. No, la intención no es anunciar ese final. Bueno, además, yo creo que una vez que alguien hace una película, la película se desprende de uno y lo que piense cada uno es lo que es, o sea que si a ti te parece que es eso, puede serlo. Quiero decir que no, porque muchas veces no siempre, la película se despega. Una cosa es la intención y otra cosa es el resultado. No va a cada director explicando su película cuando los espectadores la ven, ¿no? Entonces se entiende lo que hay allí, ¿no? Ahora, no, era un estilo narrativo para ir intentando saltar en el tiempo en pequeñas, y hubo distintos fundidos. Yo tengo... Todo el equipo ha colaborado muchísimo, como siempre, en todas mis películas, y se mete hasta las cejas. Y el montador de la película, Buster Franco, que es hijo de un director famoso, Ricardo Franco, muy amigo mío, se pegó con los fundidos, los cambió de sitio, hasta el último momento él decidía dónde y dónde no había fundidos, y también eran discusiones de media hora por cada fundido que teníamos que poner, ¿no? Pero no, mi idea no era vaticinar ese final. Oui. En fait, un film, quand il est fait, finalement, il se détache de nous et chacun y voit, quand il le voit, justement, sa propre interprétation. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est l'intention que moi j'ai pu y mettre et le résultat finalement de ce que les gens ressentent. Et donc, le réalisateur n'a pas à aller à chaque fois expliquer ce qu'il a voulu faire. Mais en fait, moi, c'était juste un moyen narratif de sauter dans le temps. Voilà. Et avec mon monteur, justement, qui est le fils de Ricardo Franco, un grand réalisateur espagnol, qui est également son ami, et bien lui, sans arrêt, à la fin, c'est lui qui changeait d'endroit les fondus au noir, et c'est lui-même qui décidait à la fin, tellement il y en avait quand même, et que c'était à chaque fois une demi-heure de discussion pour pouvoir savoir s'il allait le mettre là ou pas, pour être d'accord. Donc, mais voilà, juste pour dire ça.
Y solo una pequeña pregunta para Elena, que como has hablado mucho de tu participación en el guión, la escritura, que te ha gustado mucho, no sé, que si te ha dado las ganas un día de pasar detrás de la cámara. Comme tu parlais, Elena, donc, de toute cette participation dans l'écriture du scénario, est-ce que ça t'a donné envie un jour de passer derrière la caméra? Même pas un rêve. No, pero una anécdota rápida. En el rodaje, todas las películas, yo solo he hecho una película con Imanol, pero realmente son un placer. O sea, estar con, es una grandísima persona, es un gran compañero, es un gran director y hace que todo el equipo se implique de una manera muy bonita y muy extrema. Y era curioso como todo el mundo quería dar un bonito final a esta película, ¿no? Todo el mundo quería que acabase bien. Y lo intentamos, de hecho, pero era imposible. Era imposible y es verdad que la gente luego pedía, ¿no? Como, ¿por qué no puede acabar bien? Y esa historia acababa así. Une anecdote sur le tournage, parce que ça a été un vrai plaisir de travailler avec Imanol. C'est mon seul film d'ailleurs avec lui pour l'instant et ça a été un vrai plaisir. Imanol est un grand réalisateur, est un grand compagnon de travail aussi et c'est fou comme son équipe aussi s'implique dans ce travail de manière très belle et même extrême et à tel point que justement tout le monde voulait que le film finisse bien. Et c'était impressionnant qu'on essayait de le convaincre, mais on n'y arrivait pas. Ça a été impossible d'arriver vraiment à le convaincre que ce film aurait pu très bien aussi se finir bien. Un momento, no, quería decir, hablando del final, que ya hablaremos del final si queréis, sí es verdad que el final estuvo abierto gran parte del rodaje, hasta el último momento tuvimos la opción de acabarlo de una manera u otra o con un final feliz y fue motivo de muchísimas conversaciones y discusiones a lo largo del rodaje por las noches en el pueblo cuando cenábamos y seguíamos hablando y yo, aunque no lo parezca, soy optimista en general, pero la historia no me, con esas circunstancias dadas en este momento determinado me parecía que era una trampa acabar bien esta historia. C'est vrai que le final a été, durant tout le tournage, assez ouvert finalement. Et on ne savait pas encore exactement si on allait finir de cette manière aussi tragique ou d'une autre manière, hein, plus heureuse. Et ça a été donc justement le thème de discussion, de grandes conversations, le soir dans le village où nous étions en train de dîner. On a revu cela 1000 et 1000 fois. Et moi, je suis optimiste en général. Mais pour cette histoire, étant donné les circonstances à un moment donné de justement que raconter cette histoire-là, je ne pensais pas pouvoir l'achever d'une autre manière. Je pense que ça aurait été trahir un petit peu l'histoire même que de finir autrement. Bien, tout d'abord, Imanol, c'est un film qui est, comme on l'a dit, extrêmement courageux. Je penserai le 6 mai à ce qui se passera en Espagne, notamment avec les associations de victimes, qui sont quand même, j'allais dire, relativement dures et très sensibles à tout ce qui concerne tout le problème du terrorisme et de l'élargissement des terroristes. On l'a vu, comment ça s'appelle, notamment dernièrement quand il s'est agi de libérer un Étara. Et chaque fois qu'un Étara est libéré en fin de peine, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a toujours des réactions qui sont extrêmement dures. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc c'est véritablement, je mesure tout le courage qu'il vous a fallu d'aborder ce thème-là, en particulier en plus dans un contexte où le terrorisme est quand même n'est plus basque actuellement, mais en tout cas est largement présent dans l'esprit des gens. La deuxième chose que moi je me demandais, c'était de savoir si en fait dans ce film, effectivement on n'est pas dans le syndrome de Stockholm, étant précisé que le syndrome de Stockholm, déjà c'est une approche biaisée puisque syndrome c'est un terme médical et qu'à la limite on parle d'un comportement de relation, d'une évolution et on commence par le désigner, par le qualifier avec un mot médical comme si effectivement c'était une maladie.
Mais enfin, je ferme la parenthèse. On a l'impression véritablement que, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'entre la mort de son père et la rencontre avec l'assassin de celui-ci, Marina, Elena, a fermé la parenthèse sur sa vie. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé et qu'en fait, le jour où elle le croise, elle redémarre du jour de l'attentat. Et je crois qu'à cet égard-là, le fait qu'elle s'évanouisse de façon très importante, c'est d'une certaine façon presque une renaissance. Ce qui m'a également frappé, c'est que quand elle retourne à Madrid et qu'elle va chercher le pistolet dans le bureau du père, on imagine très facilement que le bureau est devenu un musée qui n'a pas bougé depuis le jour de la mort du père. On a le drapeau espagnol, on a la photo et on a les médailles du père, certainement, qu'il avait lui-même disposées dans la bibliothèque. Donc en fait, moi j'ai l'impression que effectivement, il y a une parenthèse qui a en quelque sorte trompé son entourage. Elle devient médecin, elle fait des études, elle se marie, elle a un enfant, elle prend une vie tout à fait normale. Et en fait, cette rencontre la renvoie, comme il a été dit, au jour de l'assassinat de son père. Et ce qui m'a frappé, si vous voulez, dans la suite, c'est qu'en quelque sorte, la première des réactions qu'elle a est une réaction naturelle de colère et de vengeance qui dénie un caractère humain à l'assassin de son père. Et son activité de médecin reprenant le reçu, au fur et à mesure qu'elle le soigne, elle va en quelque sorte lui restituer son humanité. Et c'est d'où effectivement la colère terrible qu'il y a à la fin du film entre Santi Ereka et donc son compagnon qui avait participé à l'assassinat mais qui n'avait pas été inquiété. On s'aperçoit qu'il y en a un qui a récupéré son humanité parce qu'il a réfléchi dessus, et l'autre qui est toujours dans un sentiment d'impunité, qui n'a jamais été confronté à une peine ou à une réflexion sur son rôle dans cet assassinat et ses conséquences, d'où effectivement cette colère extrêmement importante. Alors je dois dire qu'après, je me suis un peu perdu en conjoncture. Est-ce qu'elle le tue parce qu'elle se rend compte que leur vie à deux sera totalement impossible, puisque en quelque sorte le mari, on le voit à travers sa jalousie, représente un peu une opinion publique très hostile. On le voit aussi sur le Pescadero, qui le rejette immédiatement dès qu'il sent que c'est un étara. Donc on a tout le poids de la stigmatisation publique par rapport à des gens qui ont participé au terrorisme au Pays Basque, et d'où cette impossibilité de vivre, ou si au contraire elle le tue parce qu'il ne lui a pas dit la vérité, à savoir qu'ils étaient deux pour commettre cet assassinat. Elle ne lui a pas dit la vérité parce qu'elle découvre à la fin du film que en fait, Santi ne lui a pas dit comment ça s'était passé, il lui a caché l'existence de ce deuxième homme, alors qu'on sait que dans les procès, une des grandes revendications des victimes, c'est vraiment d'être informé dans le moindre détail de la façon dont les choses se sont passées. Merci. Je vais surtout... Non, je vais surtout traduire, parce que sinon on est encore là demain, la partie... pourquoi elle le tue, voilà, ça c'est ce qui importe le plus dans la question, en tout cas... No, esa posibilidad de que al final ella lo mate porque le haya mentido o algo, no la hemos barajado nunca en ningún momento. Yo creo que ella se da cuenta que los dos, yo creo que se dan cuenta de que es una relación que en este momento no tiene el más mínimo futuro. Y es imposible, o sea, no va a ser una relación muy dificultosa, muy terrible, a mí me da la sensación de que hay un abatimiento
sobre todo por parte de ella, de decir, ya no tengo más fuerzas de ir más adelante, vamos a acabar esto aquí. Y él, pues también se deja llevar, ¿no? Le deja que en este caso, así como él ha tomado la iniciativa para originar todo lo que ha sucedido, deja que ella tome la iniciativa para que esto acabe. Esa era un poco mi idea y yo creo que la que manejábamos todos también. Es decir, la idea de no explicitarlo realmente, dejarlo en off, es un poco por pudor, por dejarlo ahí, que cada uno, bueno, pues que interprete cómo quiere que suceda este final. Para nosotros es ella que decide toma la decisión de acabar con esto, pero por hastío y agotamiento, no porque le haya desengañado más de lo que este hombre. Para nosotros nunca fue una historia de amor, lo que se entiende, por como se entiende, no es una historia de amor, es una historia de relación, y si hay algo de amor quizás es por parte de él, desde mi punto de vista, ¿no? En un momento determinado, ¿no? O algo de ilusión es por parte de él, ¿no? Le final, non, c'est pas. On n'a jamais pensé à cette idée-là qu'elle le faisait parce que il lui mentait. Il lui avait menti pour tous les deux. Cette relation finalement se passe à un moment où elle n'a pas de futur. Et cette relation, s'il la vivait, serait trop dur à vivre, terrible, et elle a une sorte d'abattement. Ses forces finalement s'épuisent, et c'est elle qui décide, parce qu'elle n'a plus cette force-là de continuer, d'en finir. Et lui se laisse porter par cette décision, peut-être à l'envers de l'initiative à laquelle lui il a commencé justement cette histoire en tuant le père de cette fille-là. Et donc elle pensait que c'était le moment justement d'en finir. Mais c'était mon idée, et je pense l'idée aussi de tout le monde finalement dans l'équipe. Et ce besoin de ne pas expliciter tout à la fin, justement, c'était donc de laisser cette fin en off, c'était pour nous plus par pudeur que de ne pas l'expliquer, pour que chacun y interprète ce qu'il veut dans cette fin-là. Et pour nous aussi, voilà, donc ça n'a jamais été une histoire d'amour. C'était une relation entre eux, mais peut-être un peu d'amour, on va dire, de sa part à lui. Lui, peut-être ressentait quelque chose pour elle, même quelque chose d'illusoire, hein, parce que dans ces circonstances-là, vraiment sentir de l'amour, c'est quand même pas simple. Mais sinon, on n'a jamais pensé que c'était une histoire d'amour entre eux. Había una última secuencia que rodamos. O sea, la cámara entraba dentro de esa al día siguiente, al amanecer. Acababa la película con un amanecer y la cámara se metía dentro de esa habitación. Había un plano muy bonito, que era un traveling sobre la cama. No, muy bonito plásticamente. El operador, el director de fotografía me intentó convencer durante mucho tiempo para que no quitara esa secuencia, porque era muy bella, se veía el mar al fondo, era un traveling muy bonito, y eran los dos muertos en la cama, y recordaba un poco a Romeo y Julieta, y por eso fue fuera. Très joli. Il y avait d'ailleurs une dernière séquence qu'on a tournée. La caméra entrait dans ce cabanon, et c'était au lever du jour. Donc c'était un plan très très beau avec la mer dans le fond, un travelling qui arrivait justement sur les deux corps morts, donc étendus dans le lit. Et plastiquement, c'était très très beau, esthétiquement. Et justement, le directeur photo l'a beaucoup défendu pour qu'il apparaisse dans le film. Mais finalement, il y avait une idée qui surgissait de ce plan-là. C'était un peu comme si on voyait Roméo et Juliette dans le lit. Et donc là, du coup, on s'est dit non, il ne faut pas. Donc on l'a enlevé. Non.
Une question courte, s'il vous plaît, pas trop. Oui. Non, je plaisante. Oui. Allez-y. Une question et un témoignage. Il y a une vingtaine de minutes, je voulais intervenir, poser une question, une remarque sur le final. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. C'est effectivement plein de pudeur. Moi, je sentais que ça allait finir mal et j'anticipais et j'avais le sourire intérieur parce que je me disais, il n'y aura pas 3 ou 4 coups de feu. On a déjà connu ça sur la plage. Il y en aura 2 ou 1. Et j'attendais de savoir. Il y a eu 2 coups de feu, et j'ai pensé aussitôt il aurait pu n'y avoir qu'un coup de feu, parce que 2 coups de feu, ça donne déjà plusieurs scénarios possibles, un seul coup de feu également, et je me suis demandé si le metteur en scène, comment il avait choisi entre 2 coups de feu et un coup de feu. L'autre chose, c'est... Oui. Es una posibilidad que barajamos, el acabar en un solo disparo, y nos daba la posibilidad de luego hacer una segunda parte, claro. No, es una broma. Sí barajamos la posibilidad de acabar allí sin nada y que cada uno interpretara, pero de las distintas posibilidades a mí me parecía que era la que fijaba sin necesidad. Yo creo que en el espíritu de nosotros, por ejemplo, está la idea de que sin necesidad de verlo, entiendo o siento que es ella quien toma la decisión de matarle y que luego se suicida. Y en lugar de verlo, contarlo de esa manera en off, que me parecía mucho más limpia. Y la verdad es que las experiencias que he tenido de pases que se han hecho a la película, la gente mayoritariamente entiende esa opción, ¿no? De esos 2 disparos, que parece ser un poco la más obvia. Oui, c'est une possibilité sur laquelle on a réfléchi et on s'était dit que justement s'il y avait un seul coup, il pourrait y avoir du coup une deuxième partie au film. Bon, ça c'est une blague. Mais en tout cas, dans l'esprit de ce qu'on voulait faire, on préférait ne pas le montrer parce qu'on sentait qu'avec le film, avec ce qu'on racontait à l'avance, on pouvait penser que c'était elle qui prenait la décision de le tuer et ensuite de se suicider. Et au lieu de le montrer, on préférait donc ne pas le laisser comme cela. Et d'ailleurs, avec les rencontres que j'ai pu avoir avec le public, majoritairement, les gens pensent qu'en effet, c'est elle qui prend la décision de tuer et ensuite de se suicider. En tout cas, je pensais que c'était la meilleure solution par rapport à l'histoire qu'on racontait. Oui, l'autre chose, c'est un hommage. Moi, je craque parce que c'est la première fois que je suis confronté, je ne vais pas parler de moi, mais à ce genre de choses. J'ai enchaîné le premier film, Familia, avec l'interprète qui est là. Je suis passé immédiatement au second et je suis époustouflé. La petite fille ou moyenne fille qu'on voit dans le premier film a un talent certain. Dans le second, on ne peut même plus parler de talent, on est au-dessus de ça. Et ça m'a fait penser, j'espère qu'on ne va pas le prendre mal, au jeu dramatique et tragique d'un acteur comme Klaus Kinski. Et je me suis dit, mais comment une femme, alors on ne va pas parler de la beauté de la femme, mais comment une actrice qui paraît si fragile peut porter par ses regards, ses silences, la façon de déplacer sa tête, un bras, une main, une épaule, peut créer autant de tragique, de douleur de vivre, de mal-être. C'est absolument phénoménal. Alors moi, je suis en train de m'en remettre, et c'est pourquoi je m'exprime là-dessus. Je suis époustouflé. Excusez-moi, comment vous s'appelez? Époustouflé? Non, comment vous vous appelez? Claude, je t'aime Claude, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que se case conmigo. Merci beaucoup. Il y a 20 ans déjà de Familia. 20 ans.
Il y a d'autres questions? Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Gracias por haber venido a Nantes, Imanol y Elena, es un placer, y gracias a los organizadores del festival que hacen cada año un trabajo increíble. Tengo una pregunta para cada uno, cortitas. Primero, ayer cuando vi la peli no sabía de qué iba, y además de descubrir el tema de la peli, descubrí que la habíais grabado en Almería, y viví ahí hace 2 años, así que me emocionó mucho ver sitios que conozco. Quería saber por qué habíais elegido este sitio, si es para marcar la distancia norte-sur y si es para simbolizar sobre todo la huida del personaje principal, del personaje femenino, del asesino de su padre. Y luego la pregunta para Elena. Où et quand as-tu appris à parler français? Et quels sont tes liens avec la France? Et merci beaucoup de faire cet effort de parler en français, ça me touche beaucoup. C'est un bon début. Merci. Je vais juste traduire rapidement. En fait, elle a vécu justement de cet endroit du film, Almeria, et ça l'a émue d'ailleurs de voir cet endroit, et elle voulait savoir pourquoi on avait choisi cet endroit, peut-être par rapport à l'axe nord-sud, le fait que le personnage principal fuit donc la mort de son père en allant vivre là. Voilà, c'était ça la question. No, la decisión de rodar en Almería, en el Cabo de Gata, precisamente, que es el sitio donde está rodada esta película, está tomada cuando escribíamos el guión, cosa que a veces no es normal en las películas, porque primero se escribe el guión, luego se localiza, se piensa dónde se puede hacer. En este caso, la historia de rodar ahí en el Cabo de Gata estaba, mientras escribíamos el guión. Yo había rodado una película anterior mía en ese mismo sitio, en ese parque. Es un parque natural protegido del Cabo de Gata que se llamaba Buana, una película anterior, y me quedé muy fascinado con aquel paisaje. Y la razón de hacerlo allí es porque para mí es un paisaje muy duro, muy terrible, muy agreste, pero muy bello por otro lado, ¿no? Tiene una belleza dentro es como un diamante, es muy duro, pero muy bello, ¿no? Entonces creo que le venía a la historia creo que era perfecto para contar esta historia, ¿no? Tenía muchas aristas, es muy dura, pero es bella por otro lado, y yo creo que el paisaje le venía muy bien, y ya no me imagino esta historia en otro lugar posible, ¿no? Era por eso. ¿Cómo? Sí. Ils ont pu profiter justement de l'ambiance autour de ce village et dans ce coin-là. Sí, es una zona extraordinaria. Pero es curioso, yo tengo amigos, es un paisaje que produce o mucho amor o rechazo. No, la gente no se queda, no es una cosa intermedia. Hay gente que no puede aguantar ese paisaje, ¿no? La décision de tourner donc au Cabo de Gata, qui est un parc naturel protégé en Almeria, est apparue depuis le scénario. En général, ça se passe pas comme ça normalement. En général, on écrit le scénario et après on fait les repérages et on décide où ça va se tourner. Donc là, en fait, on a décidé cela parce que pendant le scénario, j'ai repensé donc à ces paysages que je connaissais parce que j'y ai tourné un film qui s'appelle Buana et je suis restée fascinée par ces paysages parce que c'est un paysage assez dur, assez terrible, assez aride, mais qui en même temps est très très beau, un peu comme un diamant qui est dur mais en même temps magnifique. Et je trouvais que c'était un endroit parfait pour raconter ce genre d'histoire. Et c'est vrai que c'est un paysage qui provoque ou de l'amour ou du rejet, pas de sentiments intermédiaires. Marina, c'est très important d'être loin de la madre, non de la, loin de la mère, de la hermano, du frère.
Parce que une personne español, que huye de su pasado y quiere tapar todo y pensar solo en la medicina y trabajar cuantas más horas al día mejor, era perfecto la huida y apartarse, alejarse del problema, ¿no? que todavía está en esa casa. Oui, pour quelqu'un qui essaie de fuir de son passé, de le boucher, enfin, en quelque sorte. Donc, de travailler en tant que médecin, c'est l'idéal parce que ce sont beaucoup d'heures, justement, loin de tout cela et qui permet de ne pas y penser. Et donc, le fait de s'éloigner du problème facilite une vie en dehors de ce problème. Pues antes de hacerle la pregunta, pues una reacción personal después de haber visto la película, la primera palabra que se me vino a la mente era inteligente, una película inteligente, me explico. La película da un enorme empujón a conceptos como el concepto de bueno y malo, de responsabilidad, de justo e injusto, y la pregunta pues es: ¿por qué lejos del mar, tan lejos de la playa de la Concha y tan cerca de la playa de los genoveses? Quand j'ai vu ce film, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'ai dit quel film intelligent qui justement rompt avec le concept du bon et du mauvais, du juste et de l'injustice. Enfin voilà. Et la question qui m'est venue aussi, c'était pourquoi le faire aussi loin de la plage de la Concha, donc à San Sebastián, et aussi près de la plage de Genovese, qui est une plage à côté de celle que l'on voit dans le film. Gracias. Lejos del mar tiene su origen en un tema que ha quedado un poquitín luego apartado en la película, como algunos, claro, a veces en la película es una película, yo la veo como bastante minimalista, han ido cayendo cosas y se ha quedado la esencia, ¿no? Entonces había una historia interior dentro de la película que era la historia de esa fotografía que Santi le lleva al chaval que se está muriendo, que era el ventanuco que ellos tenían en la cárcel, que era se supone que han pasado muchos años viendo ese paisaje del Cabo de Gata en la celda, y entonces hacía referencia a esa lejanía de Santi del mar. Lo que pasa que después esa fotografía que jugaba un papel, pues se lo llevaba a él, luego ha ido cayendo y ha quedado un poquito, porque la película en un principio arrancaba en esa fotografía y luego antes de que él saliera de la cárcel, y eso ya cayó en montaje, ¿no? Pero hace referencia a esa lejanía y luego pues tiene muchas acepciones y me gustaba, ¿no? Están ahí al lado del mar, pero por otro lado están muy lejos ellos de todo, ¿no? Entonces, pero bueno, el origen de lejos del mar viene de la lejanía de Santi, de la lejanía que tenía Santi del mar. L'origine vient en fait d'un thème qui finalement c'est plus ou moins écarté du film parce que je pense que c'est un film très minimaliste et qui a gardé l'essence même de l'histoire, et donc des choses comme ça sont tombées au fur et à mesure, et il y avait donc une histoire intérieure dans le propre film qui est cette photo justement que Santi à un moment donné amène à cet ami enfin qui meurt à l'hôpital. Et qui représente en fait donc une plage de Cabo de Gata, et que apparemment ils avaient dans leur prison, dans leur cellule, et qu'ils regardaient avec envie justement. Et donc ça représente l'éloignement de Santi de cette mer-là. Et cette photo avec donc son rôle petit à petit dans le film est tombé, mais j'ai quand même eu envie de le garder parce que d'ailleurs, excusez-moi, il y a une chose aussi, c'est le film justement avant démarrer même sur cette photo. Voilà. Et là, finalement, c'est tombé, mais j'ai quand même gardé cette idée de la photo parce que je trouvais que ça rendait bien cette idée de maintenant ils sont à côté de la mer, mais ils sont encore loin de tellement de choses. Yo quería saber, por qué la hermana de Santi sale con
con el compañero ese. ¿Qué es lo que, por qué se os ha ocurrido esa idea? Porque es bastante extraño que su hermano ha pasado por la tortura, ha hecho 20 años de cárcel y bueno, ¿por qué? Pourquoi vous avez eu l'idée de faire en sorte que la sœur de Santi sorte maintenant, ou vive en tout cas avec cet ami militant et qui avait participé donc à cet acte? Bueno, me tengo que extender un poco en la explicación. Al elegir el personaje de Santi, elegí precisamente, a mí lo que me parecía atractivo del personaje es un personaje que está en la cárcel y de repente, la idea además surgió a raíz de un conflicto que estuvo mucho en los telediarios en España hace 2 años, que era la aplicación de la doctrina Parot, ¿no? Que era una aplicación de una doctrina anterior que la Unión Europea dio por buena, con lo cual determinados miembros de ETA que habían estado condenados por un código penal anterior, es un poco complejo, pero bueno, que de repente gente que tenía que estar 30 años en la cárcel se encontraron que salieron 10 años antes, ¿no? 12 años antes. Entonces me gustaba la idea de que mi personaje era un hombre, tal y como concebimos nosotros la idea del personaje de Santi, es un hombre que en su juventud se metió en un comando, cometió un crimen, se arrepintió de ello y se ha apartado de todo, no, tampoco ha querido delatar a nadie, lo único que él está arrepentido de lo que hizo moralmente, no políticamente, incluso moralmente, ¿no? de lo que ha hecho, y está pagando por su pena y de repente, de una manera un poco imprevista, le ponen en libertad. Esa es un poco la idea, el esquema del personaje. Por eso no quiere volver a casa de su familia, a enfrentarse, no está preparado para enfrentarse otra vez con su entorno, con sus compañeros, aunque él no ha delatado a nadie ni ha hecho nada, y de alguna manera lo que está haciendo es huir, y huye hacia el sur, con la tan mala fortuna que se tropieza con el origen de su... Santi, en fait, l'idée principale de ce personnage, c'est qu'il était en prison et à ce moment-là où on était en train de plus ou moins écrire le scénario, il y avait cette idée que on voyait beaucoup à la télévision, aux infos, qu'il y avait la doctrine Parot. En fait, c'est les condamnés qui étaient de l'ETA, qui étaient condamnés pour 30 ans finalement, voyaient leur condamnation réduite à 20 ans. Et c'est un peu l'idée qu'on avait pour ce personnage, c'est-à-dire que là il devait faire 30 ans et finalement, parce que dans sa jeunesse, voilà, il était rentré dans un commando, puis finalement quand il a été pris, bon, il a j'ai un blocage. Il s'est repenti, voilà, pardon, voilà, il y a des mots, enfin, ça je commence. Il s'est repenti, c'est pourtant assez proche. Il s'est repenti moralement en tout cas de son acte et il s'est écarté de tout ce qui de tout son entourage de l'époque. Il n'a surtout pas dénoncé personne et il était donc en train de payer sa peine tout simplement. Et tout d'un coup, de manière inespérée, on le met en liberté. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore prêt non plus à assumer la rencontre avec son entourage, avec ses parents et qu'il préfère fuir cela et partir dans le sud. Et malheureusement, il a cette malencontreuse rencontre avec la fille de sa victime. Durante ese tiempo que ha estado en la cárcel, su compañero de comando que participó en ese atentado no le han juzgado ni le han detenido por eso. Santi no lo ha delatado, le acompañaba a la hora de cometer el atentado, pero él no lo ha delatado nunca, y ahora que no tiene ninguna causa pendiente por el show, ha vuelto después de pasar, era el personaje que nos habíamos inventado, ¿no? Ha vuelto después de pasar tiempo fuera en México, ha vuelto a España, se ha relacionado con la familia de Santi, ha conocido a su hermana y bueno, han establecido una relación. Esa era un poco la causa, ¿no? Una causa
no tiene mayor intención que eso, ¿no? Et donc, pendant que Santi était en prison, eh bien, son compagnon, son ami, qui faisait partie du commando et qui était là, donc, bon, comme il n'a pas été pris à ce moment-là, du coup, lui, il ne l'a pas dénoncé. Et on suppose qu'il est parti vivre au Mexique, par exemple, pendant plusieurs années, et qu'il est revenu, qu'il est entré en contact avec la famille de Santi, qu'il a connu sa sœur, et que voilà, il y a une relation entre... voilà, il n'y a pas plus d'histoire que ça. Y cuando, como Santi no ha vuelto al País Vasco a ver a su familia, su hermana aprovechando las vacaciones, él le quiere ver, su amigo le quiere ver, porque no le ha visto desde que ha salido de la cárcel, y bueno, hacen un viaje y van a verle. No tiene mayor explicación que eso, que a nosotros dramáticamente nos venía muy bien. Et donc, comme Santi n'est pas retourné voir sa famille, qu'il est parti directement, ben, elle en profite justement lors de vacances de partir le voir, sa sœur, et avec donc ce compagnon avec qui maintenant elle est. Et il n'y a pas plus d'explication que ça. C'était dramatiquement, ça nous arrangeait, voilà. Oui. Oui, je n'avais pas lu le synopsis avant, j'ai été très étonné tout au long du film et toujours ému. Effectivement, je n'ai pas cru à une histoire d'amour et j'ai vu toujours cette plage, je n'ai pas cru à cette histoire d'amour, ce n'est pas une histoire d'amour mais autre chose et je découvrais ça. Et donc j'ai perçu aussi cette plage comme un sas, Santi ne pouvant pas rentrer dans la vie normale immédiatement. Et puis la scène où... Marina tire le corps de Santi, j'ai vécu ça vraiment comme un accouchement où elle essayait, elle, de revivre, ou enfin de le faire revivre après lui avoir donné la mort. Et en fait, j'ai vu dans ce film sans cesse une tentative de revivre à deux, mais une tentative avortée. Alors en même temps, on a cru à un moment que... et c'est là ma question, qu'elle pensait réussir à survivre, à revivre après cette tragédie. Et à un moment, elle décide, effectivement, elle constate que ça ne sera pas possible. Et cette décision, j'arrive pas à voir quand elle la prend. L'article sur le syndrome, à mon avis, ne suffit pas. Sachant qu'elle a une rage permanente de vivre. Est-ce que vous pouvez formuler la question de façon plus précise et plus... Oui. À un moment, elle a l'espoir de pouvoir revivre en le faisant revivre lui et de revivre elle avec lui. Et à un moment, cet espoir disparaît. Et l'article sur le syndrome de Stockholm, à mon avis, ne suffit pas à lui faire prendre conscience de cette fin tragique. Sí, luego los dos. Sí, tengo una visión parecida a lo que él propone. La secuencia del arrastre de ella para mí es una de las más importantes de la película porque de alguna manera cambia el sentido de la película en ese momento, ¿no? Ella decide, a diferencia de él, ella no lo mata. Hay un momento determinado que lo quiere matar, pero no llega el último momento de matarlo. Se va, vuelve y de repente decide quitarse todo, intentar quitarse todo ese pasado de en medio y actuar como lo que es una médico. No en vano ella es médico y su misión es salvar vidas. Entonces decide salvar esa vida y es una secuencia que la hicimos así. Además, me gusta mucho el ejemplo del parto porque esa es un poco la idea, es un cambio, casi es quitarse la piel que llevaba antes e intentar renacer. Me gusta mucho la interpretación que hace porque es un poco esa idea, ¿no? Aunque no lo hubiéramos verbalizado, pero es esa idea. Y va por ahí, o sea, hay un cambio radical ahí en ese momento en el comportamiento de ella,
pero que tiene un recorrido que acaba justo cuando yo creo que la noticia en el periódico, la actitud, sobre todo que eso trascienda, que la gente le hace darse cuenta de que eso no va a tener ya no tiene futuro, a pesar de ese empeño de ese ciclope, o casi que es arrastrar y llevar ese cuerpo, que lo hicimos de verdad, y Elena ahí estuvo arrastrando a Eduard, fue real, no fue eso, no tuvo truco, ¿no? Pero me gusta, coincido con esa interpretación. Oui, cette interprétation de la séquence justement où elle traîne le corps est un moment important dans le film, parce que c'est là où le sens du film change. Et il aime beaucoup cette interprétation que vous faites justement d'une nouvelle naissance, un peu comme si elle s'enlevait la peau d'avant et qu'elle renaissait à travers cet effort qu'elle fait en traînant le corps. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que elle ne le tue pas, contrairement à ce que lui a fait en tuant son père. Elle ne le tue pas, elle s'en va, mais elle revient. Elle revient parce finalement, elle décide de s'enlever d'une certaine manière tout le poids du passé et de rentrer dans la force de ce qu'elle est devenue, sa mission, c'est-à-dire sauver des vies. Et donc de se donner aussi comme une autre vie. À partir de ce moment-là. Et donc c'est un changement radical pour elle. Et c'est vrai qu'après, tout ce parcours finit dans cette fin tragique, mais parce que justement, c'est pas seulement le journal avec cet article, mais c'est surtout l'attitude, ce que ça transcende chez les gens, cette information, l'attitude des gens autour d'elle. Elle voit très bien qu'il n'y a pas de futur pour eux deux. Et donc malgré cette insistance justement à vouloir essayer quelque chose de nouveau, elle décide d'en finir comme ça. Mais en tout cas, tout ce moment où elle traîne le corps a été vraiment réel, c'est-à-dire elle l'a vraiment fait comme ça. Il n'y a pas eu de truc là-dessus. No, que para mí el viaje de Marina, Marina fait un voyage sans retour. ¿Se entiende? Sans retour. Y ella sabe de alguna manera que después de intentar matar a la persona que 27 años atrás delante de ella mató a su padre, de ahí no se vuelve. Nunca jamás podrá ser una persona normal. El viaje que hace a Madrid, separar al niño, no es para empezar una nueva vida y tener un nuevo novio. No, Marina no vive esto como un enamoramiento ni como un descubrimiento No, es casi encontrar a otro igual, tan dañado como ella, alguien con quien puede confesarse y puede expresarle todo el dolor y con él acabar algo, ¿no? Yo creo que no es tan consciente, es más del instinto y no es el periódico, no son los periodistas, es un viaje que poco a poco los demás van acotando y acortando de alguna manera, pero ella es un viaje del que creo que sabe que no va a volver. En fait, à partir du moment où elle essaie de le tuer, reproduisant quelque part quelque chose qu'elle a vécu 27 ans avant, à partir de ce moment, elle sait qu'elle ne sera plus une personne normale et qu'elle ne reviendra pas après ce geste-là. Après un geste comme ça, on ne peut pas continuer à vivre normalement. Et donc, quand elle va à Madrid, quand elle se sépare aussi de l'enfant et ce genre de choses, c'est pas parce qu'elle a rencontré un nouveau amoureux. Elle n'est pas amoureuse. Et ce n'est pas non plus parce qu'elle découvre quelque chose d'autre. Mais c'est au contraire un voyage qu'elle prend, qu'elle fait, tout en sachant déjà qu'il n'y aura pas de retour à ce voyage.
voyage. Et en fait, ce qu'elle trouve dans cette personne, qui est donc le bourreau de son père, c'est quelqu'un qui est aussi, qui souffre autant qu'elle. Et avec lequel elle peut justement exprimer toute cette douleur, parce qu'elle est assez semblable, cette douleur qu'il y a entre eux. Et c'est pas spécialement le journal, l'article dans le journal, ou même la façon dont réagissent les gens qui la décide. C'est déjà décidé depuis le début, en fait, cette fin. Parce que ce voyage, il y a certes des gens autour d'elle qui continuent pendant qu'elle fait ce voyage-là, il y a des gens autour d'elle, mais elle sait déjà très bien que ce voyage est impossible. Il est impossible de revenir de ce voyage-là. Et pour terminer cette rencontre qui pourrait durer, je suis sûr, 2 heures, je vais laisser la parole à Imanol, qui a des choses à ajouter, je crois, importantes. No, es que a raíz de esta pregunta y yo creo que haciendo honor a la verdad, quería poner un ejemplo que yo creo que estarás de acuerdo. En cuanto a vuestra actividad de co-guionistas, tanto de Eduard como tú, por ejemplo, para mí mi secuencia de la película sería la del arrastre. Para Eduard su secuencia, y que se pegó y generó, ¿te acuerdas? ¿Cuándo llegará la secuencia de la bañera? Y la bañera, y la bañera todo el día. Y la reescribió y volvió a reescribir él y cambiarla un montón de veces. Para él sería la secuencia de la bañera, y la secuencia de Elena era la secuencia de la cena. Después de la cena, la discusión después de la cena, que la escribiste tú. Pour donner un exemple par rapport à ce qu'on est en train de dire, justement, là, c'est par rapport à leur travail de co-scénariste. Moi, ma séquence du film, c'est celle où elle traîne le corps. Pour Edward, c'était la scène dans la baignoire. Il s'est battu pour cette scène-là. Il l'a réécrite un tas de fois, et pour lui, c'est vraiment celle qui représentait le personnage. Et pour Elena, eh bien, c'était le dîner et la discussion qu'il y a après le dîner. Et donc, c'est vrai que chacun, voilà, entre eux, hein, le dîner entre eux. Hein. Ah oui, entre les 4. Ah, après le dîner. Voilà, après le dîner, c'est voilà, le dîner entre 4, ouais, c'est ça. Entre 4, toute la discussion qu'il y a après, justement, c'est elle qui l'a écrite. Hein, c'est elle qui a vraiment participé.